Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence. Je vais me présenter très rapidement. Donc Sylvain Delaporte, je suis consultant SEO depuis 2015. Je suis passé par plusieurs agences. Donc j'ai commencé chez JVweb à Montpellier, qui est une agence SIA. Après j'ai été consultant chez Corleone Business Next Level. Et puis je suis passé directeur de l'agence donc pendant 5 ans. Et puis maintenant je suis SEO indépendant. Je vous ai mis mes compétences acquises. Alors le but n'est pas de faire un CV, mais c'est que ces compétences-là, elles amènent la conférence que je fais aujourd'hui, pour plusieurs raisons, on va y venir. Notamment l'accompagnement, de l'accompagnement on-site, off-site que j'ai pu faire en tant que consultant. Le fait que j'ai fait pas mal d'avant-vente. En tant que directeur d'agence, j'avais plusieurs cordes à mon arc, et notamment le fait d'être en avant-vente et de voir beaucoup de sites, notamment sur Next Level, qui est une plateforme de netlinking. Donc j'ai vu beaucoup de sites qui ne sont pas forcément rentrés en tant que clients, mais sur lesquels j'ai fait un pré-audit où j'ai regardé pas mal de choses. J'ai fait aussi de la formation de consultant, et puis j'ai fait du management, alors que ce soit management de personnes ou du management de projets. Voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de plonger au cœur de la demande client dans le but de mieux convertir. Dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Il y a un petit souci sur la zapette. Là, je reviens en arrière. Bon, ça avance plus. Ok, bon, tu crois? Donc plan très rapide, je vais revenir sur un point important, le contenu tel qu'il est actuellement sur beaucoup de sites. Alors on ne parle pas de meilleurs agents, hein, je parle de tout type de sites, parfois des plus petits sites mais qui peuvent avoir du potentiel, des moyens, des gros, bon voilà, il y a un peu de tout, mais en tout cas de tout ce que moi j'ai pu constater dans les analyses que j'ai vues, enfin dans les sites que j'ai pu voir. On parlera de la limite des outils, donc les deux premières parties vont aller assez vite, et puis après on parlera de la compréhension de la demande dans le but de convertir, de mieux convertir en tout cas. Ça marche pas, toujours pas. Pourtant ça marchait, ah si c'est bon, là ça y est c'est parti, ok. Donc le contenu actuellement, tel que j'ai pu le constater sur pas mal de sites. En fait, quand on va créer du contenu, qu'on soit consultant SEO, qu'on soit éditeur de site, on va souvent être amené à utiliser les mêmes outils, notamment, alors je parle d'Ahref, on va venir pourquoi plus tard, sur le fait que je parle principalement d'Ahref. Là, je prends un exemple sur lequel on va revenir plusieurs fois dans la conférence, sur les meubles scandinaves. Donc on va avoir un client qui nous demande de travailler cette thématique. Et on va aller sur des outils et puis on va taper ce genre de mots-clés, enfin le mot-clé principal, on va récupérer les volumétries et puis après on va faire un traitement. En réalité, tout le monde va utiliser les mêmes outils, donc on va souvent se retrouver dans une concurrence en fait avec les mêmes data. Et tout va se jouer principalement dans le traitement qui va être fait de cette data et dans la compréhension de la thématique qui est derrière. C'est-à-dire qu'en tant que consultant, le consultant va devoir creuser un petit peu pour se différencier des autres parce que finalement, il part de la même data au départ. Donc voilà. Alors ici, j'ai fait une petite arborescence rapide. Ça m'a pris énormément de temps de faire cette arborescence. Elle est assez incroyable. Non, plus sérieusement... En fait, ça, c'est parti d'un constat, et donc du coup, je l'étale sur une petite arbo. Souvent, on va avoir tendance à travailler, son mot-clé, donc faire une belle page sur meubles scandinaves, et puis après, on va mettre en dessous des catégories. Alors là, j'ai été volontairement très faible en nombre de sous-catégories pour bien comprendre le principe. On se doute bien qu'il y a plus de verticalité, mais il en manque souvent. Il manque souvent de la verticalité lorsque il y a alors là, je suis sur l'exemple d'un e-commerce. On va principalement parler sur du e-commerce, mais ça pourrait être aussi sur des sites de services. La logique reste la même. Donc on va avoir une page principale avec des sous-pages et on manque souvent de verticalité. Donc là on a les tables, on a les chaises, on a les fauteuils, mais on va rarement au-delà. Alors,
encore une fois, j'ai exagéré volontairement, mais on ne va pas forcément avoir une verticalité suffisante. Et puis après, par contre, on va avoir un blog, et ça je le vois très souvent, un blog bien rempli, avec 500, 600 pages de blog où on répond à toutes les questions possibles et imaginables, avec des fois 800, 1000 mots, donc il y a eu un vrai effort qui a été fait sur le blog, et on fait un lien ancré sur Meubles Scandinaves, et on renvoie vers la page catégorie. C'est bien, mais ça pose un certain nombre de problèmes, et c'était l'enjeu, le but aussi de la conférence. Donc les problèmes qui sont posés sont relativement nombreux, mais j'en retiens deux, qui sont l'objet de la conférence, et puis qui sont pour moi les plus importants. On ne peut plus aujourd'hui se positionner sur un mot-clé concurrentiel sans avoir une arborescence derrière. Donc une arborescence construite la plus exhaustive possible, avec un maillage interne qui va bien, et on en parlait juste avant. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on peut se poser la question de la véritable valeur de conversion d'un mot-clé générique. Voilà. Est-ce qu'un mot-clé générique convertit bien? C'est une vraie question. On en vient à la limite des outils face à la course au volume de recherche, toujours dans l'idée de se dire que on doit avoir une exhaustivité la plus poussée possible. Il s'est passé quelque chose en 2016, je pense que certains s'en souviennent. Il y a eu un regroupement de mots-clés qui a été fait par Google Keyword Planner et qui a fait que on a diminué le nombre de mots-clés. Enfin, en tout cas, on en a regroupé pas mal. Pas mal d'expressions ont été regroupées. J'ai pris cet exemple parce que j'étais à l'époque donc chez JVWeb et j'avais fait une analyse sémantique en tant que jeune consultant SEO. Et à l'époque, j'avais donc cette analyse sémantique qui était sur une confiserie. Et j'avais deux mots-clés qui étaient Nougat et Nougatine, et qui n'avaient pas du tout le même volume de recherche. On avait beaucoup plus de volume sur Nougat que sur Nougatine. Et puis au moment de cette correction, le fait que l'outil, que je ne citerai pas, mais bon, de toute façon beaucoup le faisaient, le fait que l'outil que j'utilisais se basait sur les volumétries de recherche de Google Keyword Planner, je me suis retrouvé du jour au lendemain avec une volumétrie identique sur ces deux mots-clés, alors que ce n'était pas le cas avant. Et partant de l'idée que la volumétrie était l'indicateur le plus important, là je me retrouvais dans une situation où en fait je n'avais plus la même data d'un jour à l'autre. Et donc ça pose des réflexions, surtout quand on va se baser sur la volumétrie de recherche en première analyse. À noter que sur l'intention, on n'est pas exactement pareil. Vous pourrez regarder dans la SERP, quand on fait Nougat et Nougatine, on va retrouver des recettes dans les deux cas, mais pour Nougat, on va avoir aussi des sites e-commerce. On en a à peu près 3-4 sur la première page. Un deuxième sujet sur la limite des outils, c'est en comparant les volumétries de recherche et les impressions de la Google Search Console. Donc il y a une étude qui a été faite par Ahrefs en mars 2022, donc c'est assez récent, sur le fait que le volume de recherche de Google Keyword Planner, il est surestimé. Si vous prenez les impressions dans la Search Console et que vous comparez la volumétrie de recherche donnée par un outil, vous êtes dans 92% des cas presque, la volumétrie que Google Keyword Planner donne, elle est surestimée. Donc encore une fois, les volumétries de recherche, on va vraiment apprendre avec des pincettes. Il faut vraiment se poser la question et aller plus loin et aller au-delà des données qu'on récupère depuis un outil. Je parlerai aussi après d'une autre source que j'ai vue, qui est sortie mardi, donc encore toute récente. J'ai pas pu changer mes slides parce qu'ils étaient déjà envoyés, mais ça va rejoindre un petit peu aussi tous ces éléments-là, mais je viendrai après. Toujours Zapette. Là, je vais vous inviter encore dans la logique de la limite des outils à prendre une passion. Vous avez un métier. Si vous êtes forcément sur le référencement ou le marketing, ça va être un peu différent parce que ça a été testé et retesté sur les outils. Mais si on en vient à prendre tout type de métier ou une passion, vous allez vite vous rendre compte de la limite des outils. C'est-à-dire que si vous prenez un mot-clé un petit peu spécifique, il ne s'agit pas de prendre un mot-clé générique forcément, mais vous verrez tout de suite la limite des outils. Vous n'allez pas retrouver de volumétrie sur le mot-clé qui a été tapé, ou alors une volumétrie qui ne correspond pas à ce que vous connaissez de cette passion, de ce métier. Parce que forcément, si c'est une passion ou un métier qui est vraiment connu de vous, vous savez à peu près la communauté que ça réunit, et vous allez vite vous rendre compte que les volumétries ne correspondent pas. Alors ici, j'ai pris un exemple sur le tir à l'arc. Je fais du tir à l'arc étant gamin,
Et on voit en fait sur des accessoires qui sont utilisés par l'ensemble des pratiquants du tir à l'arc, on n'a pas de volumétrie donnée par les outils. Pourtant, on a quand même 75 000 licenciés selon la Fédération française de tir à l'arc, donc on devrait, en théorie, avoir davantage de résultats, sachant que ces accessoires sont utilisés par l'ensemble des archers. Donc on a quand même, il y a une décorrélation. Alors c'est une niche, hein, on n'est pas sur un gros mot-clé, enfin sur une grosse communauté, une grosse valeur de data, mais en tout cas, on devrait avoir plus de résultats. Alors j'ai été un petit peu méchant avec les 3 outils où je les mets à la poubelle, c'est pas le but. Je ne voudrais pas me faire bannir mes comptes, mais en tout cas voilà, on voit un petit peu les limites qu'on va trouver. Donc on en arrive à la compréhension de la demande et donc à l'enjeu de bien faire le tour d'une thématique pour pouvoir après être exhaustif sur le sujet. Ici, je vous ai sorti le graphe de la gestion des connaissances. Donc c'est une démarche managériale qui vient un peu en lien avec ce dont je viens de vous parler sur les passions et les métiers. En fait, le but ici, de schématiser un petit peu, étape par étape, comment on en arrive à une compétence, à un savoir-faire, ou à devenir compétent sur un sujet. Et en fait, on voit qu'on part de la data. La data, aujourd'hui, si on vient le comparer avec nos outils, donc c'est les mots-clés et les volumétries, et on voit en fait qu'on passe sur différentes étapes. Donc de la donnée, on a une transformation, enfin on a une information qui est traitée, et de l'information on passe à la connaissance, et de la connaissance on passe à la compétence par l'expérience, par la pratique. Ici, en fait, on voit que souvent, c'est ce que j'ai essayé de schématiser, l'analyse sémantique, elle est faite avec de la donnée qu'on extrait, on a une information et on va la travailler. En fait, l'enjeu ici est d'aller un petit peu plus loin pour acquérir une certaine connaissance de la thématique de notre client, pour pouvoir vraiment la comprendre, l'exploiter, la travailler, et après, derrière, l'objectif est de convertir. Donc on a une demande qui est formulée par un internaute, le but c'est de le convertir. Et c'est d'ailleurs, pour moi, en tant que consultant, qui a été consultant SEO, et quand j'ai commencé en 2015, l'intérêt en tant que consultant, après il y a différents métiers dans le SEO, il y a du technique, il y a du rédactionnel, etc. Mais quand on est consultant en agence, c'est aussi intéressant d'aller creuser des sujets pour la culture générale, pour découvrir d'autres métiers. Alors ça l'est plus pour, je sais pas, du vin, du sport, ou si on s'intéresse à tous ces sujets, que pour des armoires réfrigérées si on a ce client, forcément. Mais dans tous les cas, c'est aussi ça qui fait l'intérêt de nos métiers aujourd'hui. Et pour réussir son contenu, donc c'est de comprendre la demande, ça va commencer par une base simple, c'est la relation que vous allez avoir avec votre client. Et la relation que vous allez avoir avec votre client, elle va passer par plusieurs étapes. Donc c'est notamment la première, c'est de faire une fiche client qui soit la plus complète possible. En fait, quand vous allez avoir votre premier échange avec le client, qui a été signé, qui a été validé, etc., posez-lui 10 000 questions, mais vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, pour vraiment faire le tour du sujet, bien comprendre la thématique et pouvoir après la travailler avec les outils dont on parlait juste avant, il faut déjà que vous ayez un échange poussé avec le client pour bien comprendre le marché, ses produits, les services, son catalogue, faire le tour vraiment. Et je vous ai mis donc sur mon site, vous allez pouvoir retrouver une fiche type qui peut être améliorée, qui peut être optimisée, mais qui essaye déjà de faire pas mal le tour de toutes ces questions à poser au client. Ensuite, chez le client, il faut que vous ayez une personne qui soit dédiée. Alors, on n'est pas dans du SIA, forcément. Donc derrière, il faut que vous ayez une personne qui puisse répondre à vos questions, qu'elle soit liée au projet lui-même ou pour implémenter les choses, mais aussi pour répondre à vos questions sur l'aspect, cette fameuse demande, est-ce que je vais dans le bon sens? Est-ce qu'il faut que je m'arrête là? Est-ce que je dois revenir en arrière? Et ça, c'est des choses qu'on voit souvent. C'est-à-dire que vous avancez, vous commencez à faire soit une analyse sémantique, soit une arborescence, vous la présentez, et puis le client il dit là on va pas dans le bon sens, c'est pas ce que j'avais demandé, ou ça ne correspond pas réellement aux attentes qu'il y a derrière. Donc pour éviter ça, ayez une personne en face, posez-lui des questions pour être sûr d'aller dans le bon sens. Donc ça veut dire ne pas avoir un rendez-vous tous les 3 mois avec votre client.
Et puis après, dans l'agence ou le consultant, il faut limiter le nombre de projets. On ne peut pas se permettre de faire 50, d'avoir 50 clients et d'enchaîner les projets. Donc ça veut dire que pour l'agence aussi, soulager un petit peu les consultants, vendre peut-être un petit peu plus cher pour pouvoir laisser le temps de faire le projet et de l'avancer. Voilà, mais c'est très important de ne pas accumuler les projets, ou en tout cas, il faut déjà que les premiers soient lancés. Mais voilà, donc sur ces sujets-là. Réussir son projet aussi, c'est du coup aller s'informer. Alors on le dit déjà, hein, d'utiliser Wikipédia, je l'ai déjà vu dans des conférences, Wikipédia, des clubs, des forums, des vidéos, etc. Mais c'est rarement utilisé, enfin en tout cas on constate souvent qu'on tape un peu à côté dans les contenus qui sont rédigés. Donc là je reprends l'exemple du tir à l'arc. On voit dès qu'on tape arc olympique, donc qui est le nom de l'arc qui est utilisé dans du tir olympique, on va voir sur Wikipédia tout de suite des informations. Donc on voit deux stabilisateurs, on retrouve le cliquet qui avait 0 en recherche, pourtant il est dans les premières définitions de ce qu'est un arc olympique. Et puis on va voir aussi sur un forum, sur le site du club, je ne sais plus, on va voir les différents accessoires. Et sur les accessoires qu'on retrouve sur un arc, on va avoir, là j'en ai mis que 6, mais il y en a d'autres, on va avoir des variables, on va avoir des matières, notamment sur le viseur, on va avoir aussi du poids, on va avoir différentes choses comme ça qui sont intéressantes. Et ça, c'est avant de faire l'analyse sémantique. Donc vous savez déjà que lorsque vous allez vous lancer dans l'analyse, il y aura ces éléments-là recherchés et potentiellement aller en chercher des volumétries ou des occurrences. Et puis une troisième chose aussi que j'ai pu voir qui était intéressante sur une vidéo, je regardais une vidéo d'un passionné de tir à l'arc, et la fameuse palette qu'on voyait avec 0 en volumétrie de recherche, on voit qu'il l'appelle aussi, c'est soit une palette soit un gant. Donc c'est intéressant à savoir, notamment pour l'analyse sémantique qu'on va faire, de savoir que les pratiquants les archers, les pratiquants du tir à l'arc, peuvent appeler la palette aussi un gant. Donc on pourra aussi le rajouter sur la page, enfin sur la page principale qu'on va créer. Voilà. Donc tous ces éléments-là sont vraiment intéressants à exploiter en amont. Je pense qu'il faut le prévoir dans le budget qui est défini, d'aller un petit peu creuser ces sujets-là en amont. Voilà. Et puis aussi, je voulais vous parler de la magie des catalogues, c'est-à-dire que quand vous allez demander à votre client s'il a un catalogue et s'il est bien défini, s'il a été bien rempli et qu'il est assez global, vous allez pouvoir en tirer des choses vraiment intéressantes. Alors là, je pars du cas où on essaye de faire les choses, comme on va dire, en bon père de famille, mais on pourrait s'imaginer être un peu plus filou et puis envoyer des pages à foison. Mais ici, on voit un site qui a une petite notoriété. Il a 58 RD, et pourtant il arrive à plutôt bien se positionner. Il a utilisé son catalogue, il l'a mis en ligne, il l'a bien maillé, il y a du contenu, mais il s'en sort plutôt bien. Pourquoi ? Parce qu'il va chercher de la longue traîne. Il va chercher de la longue traîne, qui a été quand même un petit peu travaillée. Mais voilà, donc on peut aller chercher des choses intéressantes en interrogeant son client et en se demandant s'il a par exemple ce genre de choses et le catalogue. Alors, je ne dis pas qu'il faut partir là-dessus dès le départ, mais en tout cas c'est assez intéressant. On voit qu'il se positionne sur de la longue traîne. Je ne l'ai pas mis ici, il est absent sur les mots-clés principaux, enfin sur des mots-clés génériques. Il faudra peut-être faire un petit peu de popularité pour aller chercher ça. Mais en tout cas, il se positionne très bien en première position sur plein de petits mots-clés parce qu'il a été chercher une verticalité. Alors après, on va en arriver au classique, mais en essayant d'aller un petit peu plus loin. Donc l'analyse de la demande, qu'on peut aussi appeler l'étude de mots-clés, l'analyse sémantique, pour moi, c'est l'élément le plus important de l'accompagnement d'un client. C'est vraiment là-dessus que je vais passer le plus de temps, parce que ça va construire toute la suite après. Donc on va faire l'export des mots-clés, on va aller récupérer les mots-clés dans les outils que j'ai voulu jeter à la poubelle tout à l'heure, donc on va quand même s'en servir, ils sont intéressants. Et on va essayer d'aller récupérer les mots-clés des concurrents, forcément, mais des gros comme des petits. C'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple, je sais que sur SEMrush, c'est beaucoup utilisé, il y a beaucoup de consultants qui vont aller prendre les 5 concurrents principaux que nous donne l'outil. En fait, là, c'est une erreur dès le départ parce que l'outil va nous sortir les plus grosses volumétries, etc. Enfin, il va les classer à sa manière. L'idée est d'aller chercher autant les petits que les gros, parce que dans les petits, vous allez avoir des spécificités, des mots-clés rares, des mots-clés très intéressants, parce qu'on est sur des spécialistes qui
alors je ne vais pas dire qu'ils ne font pas de SEO, mais en tout cas sont moins visibles, mais par contre ont essayé de travailler un peu leur contenu. On va utiliser bien évidemment la Search Console, elle est très importante, c'est là que j'en viens à l'étude que je vais vous parler de l'étude que j'ai vue mardi, donc qui est sortie d'un Américain, donc c'est Search Engine Land, je ne sais pas si certains l'ont vu passer, mais en fait c'était très intéressant, il comparait un petit peu tous les outils, donc Ahrefs, SEMrush, etc. Il nous disait une chose, c'est qu'Ahrefs est celui qui a la plus grosse base de données, de mots-clés, ça c'était intéressant, mais il nous disait aussi que sur les 51 noms de domaines, je crois qui lui ont servi pour faire cette analyse, donc il a extrait l'ensemble des mots-clés de la Search Console, et en fait il y a 82% de ces mots-clés qui n'étaient pas présents dans d'autres outils. Et c'est là aussi qu'on voit tout l'intérêt de la Search Console et de son utilisation, si forcément elle existe, hein, si vous avez un client qui vient de lancer son site, forcément vous n'aurez pas de données, mais elle est vraiment importante à utiliser pour en extraire beaucoup de data. Après on va utiliser donc l'autocomplete, les recherches associées, les questions. Pour ça, vous avez différents outils qui peuvent être utilisés. Je vous ai mis l'outil d'Alexis Ridko qui est vraiment pas mal pour extraire les données. Et puis vous avez aussi l'outil Alloscan de Stéphane Madaleno qui est très très bien aussi et qui va lui aller chercher aussi dans les recherches associées les N-1, c'est-à-dire qu'il va remonter, si vous cliquez sur une recherche associée, il va vous donner les recherches associées de la SERP de cette recherche associée. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de data qui sont intéressantes à utiliser avec cet outil, je vous invite à le faire. Je ne l'ai pas mis dans les outils vu que je te tapais dessus, je ne voulais pas mettre cet outil-là, mais en tout cas il est vraiment très bien, donc Alloscan. Et puis donc après, une fois qu'on a cette data, on va faire une catégorisation. Donc moi j'utilise toujours Excel. Il y a bien sûr des solutions pour l'automatiser, mais je trouve qu'utiliser Excel permet aux consultants du coup de commencer à aborder la thématique et de la comprendre. À partir du moment où vous allez faire de l'automatisation, forcément vous n'allez plus, vous n'aurez pas fait ce travail et vous allez vous retrouver devant un résultat et puis après on va partir en fait de zéro. Donc on n'aura pas été un peu se renseigner et mieux comprendre s'il y a beaucoup de variables, s'il y a beaucoup de couleurs, s'il y a beaucoup de ce genre d'informations importantes. Et puis je vous ai mis en rouge une chose très importante parce que on est toujours dans les volumétries de recherche et ce qu'on va considérer comme étant le plus important en tant que consultant, et pour autant le nombre d'occurrences l'est aussi. Et c'est là que vous allez pouvoir commencer à trouver des niches intéressantes indépendamment des volumes. Et si vous trouvez des choses intéressantes via ça, vous allez beaucoup plus facilement venir vous positionner parce que personne ne l'aura fait avant vous. Donc forcément, si je vous dis ça, il faut qu'on fasse que je vous donne un exemple, hein, je ne peux pas juste vous dire ça comme si c'était tout fait. J'ai pris l'exemple des tables scandinaves blanches. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que on voit que sur un outil, on a 350 recherches mensuelles, et si je m'arrête là, je suis très loin du compte, parce qu'en réalité, j'ai fait mon analyse sémantique, j'ai fait des tableaux croisés dynamiques dans Excel, et puis je me retrouve par exemple avec les tables basses, toujours dans une logique du fait qu'elle soit blanche, hein, qu'elle soit scandinave, hein, tant qu'à faire. On a 3490 recherches mensuelles, par exemple, avec 206 occurrences. Là, j'ai de la data intéressante et je sais que je vais pouvoir créer la page sans aucun problème. Et puis, si je vais un petit peu plus loin sur les formes, je vais voir que j'ai aussi du table. Donc là, je suis sur table scandinave blanche ronde. Je vois que j'ai 410 recherches mensuelles. Forcément, je vais créer une page, il y a un intérêt. Et puis, au fur et à mesure où on va descendre, on va réfléchir justement en fonction de la notoriété du site, etc., si ça vaut le coup de le faire. Et on pourra commencer une première arborescence qu'on pourra développer après. Donc au final, je me retrouve avec quasiment 8000 recherches mensuelles et quasiment 700 occurrences sur l'environnement qui tourne autour des tables scandinaves de la couleur blanche. Donc derrière ça, je vais répondre à la demande, tout simplement, en créant des URL dédiés dans mon arborescence, et donc du coup je vais avoir, donc souvent ça va être une facette qui va être sur le côté du site si je suis dans un e-commerce, mais bon forcément ce sera le cas, et donc je vais avoir la fameuse table scandinave blanche, qui va être à 1590 recherches mensuelles, 89 occurrences, je la retrouve en bas à droite là sur l'arbo, forcément donc elle a une page, elle a une URL dédiée, title, H1, contenu, et puis après je continue, table basse. Et c'est là que c'est assez intéressant. Table basse scandinave blanche a plus de volume de recherche que table scandinave. Donc forcément, pareil, je lui crée une page. Et puis après, je descends. J'arrive à table basse scandinave ronde blanche, 90 recherches mensuelles avec 10 occurrences. Je lui crée sa page aussi.
hein, on la retrouve un peu au milieu là, elle va forcément avoir sa page, on n'a que 90 recherches mensuelles, mais c'est en cumulant ces volumétries de recherche et aussi des occurrences qu'on va, avec ces petits volumes, ces petites visites. Là, tout à l'heure, on avait l'exemple, on parlait de 2 visites par an sur une rue. Est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça l'est pas? Là, si on part sur 10 visites mensuelles, 15-20 visites mensuelles sur un mot-clé, mais qu'on le cumule sur le nombre de petites niches qu'on a trouvées comme ça devient très vite intéressant. Et là, en fait, selon moi, faire le contenu du blog avant ce travail est une erreur, tout simplement, parce que vous avez fait l'effort de passer par un rédacteur, de rédiger vous-même, parfois 800, 1000, 1200 mots, alors que vous n'êtes pas allé au bout de votre arborescence e-commerce. Alors après, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est le comportement de la demande pendant que le site est en ligne. Donc là, le site est en ligne, il tourne. Vous avez le comportement de la demande qui va être intéressant à surveiller, à exploiter. Alors il y a des choses qui ont déjà été dites, mais encore une fois, quand on récupère les projets, on voit que c'est pas en place, donc c'est bien de les rappeler. On voit par exemple la recherche interne. Traquer la recherche interne de votre site, c'est votre data, personne ne l'a. Donc exploitez-la, il faut vous en servir pour potentiellement voir des recherches intéressantes de la demande qui existe et du coup derrière une création de page. Alors là on est sur un screen de Google Analytics, donc c'est peut-être le genre de réflexion, on va peut-être avoir une réflexion prochainement sur ce que va devenir Google Analytics, mais en tout cas, voilà, dans tous les cas, quel que soit l'outil que vous utilisez, vous allez pouvoir traquer cette recherche interne et elle est intéressante. Ensuite, il y a l'actualité de la thématique de votre client. Suivez-la, utilisez des outils, parce qu'il peut se passer une actualité vraiment forte, et si vous passez à côté, c'est vraiment dommage. Donc, dans les fiches clients que vous pourrez télécharger, je parle des marronniers aussi, qui sont vraiment importants à utiliser, donc il faut fixer des dates, hein. Le consultant doit fixer des dates régulières pour chacun de ses clients sur ces fameux marronniers. Là, on peut avoir une actualité qui va sortir, quelle que soit la thématique du client, il faut que vous soyez au courant. Donc, vous avez Google Alert, vous avez une mention qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin sur les réseaux sociaux. Alors c'est pas donné pour certains outils, mais c'est quand même hyper intéressant, donc n'hésitez pas à les utiliser. Et puis aussi, pendant que le site vit, pendant la vie du site, vous pouvez faire de l'ouverture à facettes et faire du test. Vous pouvez très bien venir ouvrir une facette et puis voir ce qui se passe. Est-ce que je vais avoir de la visite? Si je commence à en avoir, je laisse cette facette. Alors le but est quand même de maîtriser son maillage interne, hein. Pour faire ça, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Mais n'hésitez pas, par exemple, là j'ai pris l'exemple d'un pull à col roulé imprimé. Là sur l'exemple il n'y avait pas de page, vous pouvez commencer à la créer, voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que je commence à avoir de la visite? Oui, je la laisse, et puis j'ouvre comme ça au fur et à mesure. Et puis la Search Console aussi, qui est très intéressante. Je vous ai parlé tout à l'heure de certains mots-clés génériques qui étaient surestimés. À l'inverse, vous avez des longues traînes qui sont sous-estimées, mais vraiment de façon importante. Il ne faut pas hésiter à creuser dedans. Je sais qu'il y a un article qui est sorti que j'ai pas eu le temps de lire de Sandrine Bernard qui traite de la Search Console, donc je vous inviterai à aller le lire parce que je pense qu'il va traiter clairement de ça et sûrement aller beaucoup plus loin. Là, pour donner un exemple, tout bête, on voit sur une des lignes que le volume de recherche sur Ahref est à 20 recherches mensuelles, et puis en fait en réalité on en a 400, on a 400 impressions sur un mois. Là il y a du volume à aller chercher. Sur l'exemple que je donne ici, il y a 500 pages sur le site, il doit avoir 3 ans. J'ai récupéré 25 000 recherches sur de la longue traîne, donc forcément exploitable et très intéressante, que je n'aurais forcément pas eu par les outils, entre la différence entre le volume de recherche des outils et les impressions réelles. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser la Search Console et à la creuser et à aller loin avec. Et puis après, j'en arrive à une réflexion de répondre à une intention ou à un besoin. En fait, on parle de plus en plus d'intention de recherche, je ne remets pas en cause ça, c'est très important. Est-ce qu'on est dans du transactionnel? Est-ce qu'on est dans l'informationnel? Bien sûr. Et puis après, il y a d'autres, on peut aller un peu plus loin dans les intentions. Pour autant, le terme d'intention, moi, me dérange un petit peu parce qu'on est dans des métiers du marketing. Je sais que c'est un gros mot pour certains SEO, mais on est dans les métiers du marketing. Et l'intention, en fait, elle nous positionne un peu de manière défensive. C'est-à-dire qu'on part de l'idée que l'internaute a une intention, il sait exactement ce qu'il veut. En fait, en réalité, parfois, même très souvent, il ne sait pas exactement ce qu'il veut et c'est à nous de le convaincre avec la page qu'on a derrière. Après, c'est un autre sujet, ça pourrait faire l'objet d'une autre conf. Mais je vous donne un exemple ici d'un site qui, que j'ai eu un jour sur les guitares, qui ne rank plus aujourd'hui, malheureusement, mais ça reviendra peut-être. Sur les guitares électriques débutants, en fait, le besoin de l'internaute, il n'est pas tant d'acheter une guitare électrique pour débutants seul, mais c'est d'avoir un pack global, parce
parce que s'il prend une guitare électrique sans ampli et sans le jack qui va avec, il ne va pas se passer grand-chose quand il va gratter. Donc l'idée est de répondre à son besoin. Et quand vous prenez les résultats de recherche, les seuls qui proposent des packs, c'est le SIA. En SEO, il n'y en a aucun qui propose des packs de guitares, ils vont tous proposer des guitares. Pour autant, je ne pense pas quelqu'un qui veut faire un débutant en guitare électrique va acheter une grande marque et une super guitare tout de suite. Donc on va partir sur du pack. Voilà. Donc bien comprendre le besoin, c'est primordial pour avoir la bonne réponse. Donc le contenu prioritaire, il est là. Il est là sur le silo, sur le e-commerce ou sur le service qu'on propose, d'aller chercher de l'exhaustivité le plus possible. Alors j'avais mis silo exhaustif, et puis je suis revenu sur le plus possible parce qu'on ne peut pas être exhaustif tout de suite, on peut peut-être à terme, hein, mais en tout cas ça va être compliqué d'être tout de suite. On va jusqu'au petit volume, on va faire de la navigation transversale. Les silos étanches, enfin, pour moi ça n'a pas vraiment de sens, on ne peut pas parler de silos étanches, on pourrait même enlever le terme silo, mais c'est pour une compréhension globale, mais on ne peut pas cloisonner et faire un travail vraiment approfondi. L'exemple ici pour faire une navigation transversale, ça serait de partir par exemple des cuisines, enfin de partir des pièces de la maison. Donc ça pourrait être cuisine, table haute, ça pourrait être une chambre, table basse, table de chevet, table de nuit. Il y avait ça dans l'analyse que j'ai faite. Donc du transversal fonctionne très bien et même indispensable pour aller chercher de l'exhaustivité. Et puis après, il y a le maillage interne, on parlait de maillage interne juste avant, ascendant via le fil d'Ariane. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez fournir de pages dans votre silo et plus vous allez renforcer ce silo, forcément, via le maillage interne et notamment via le fil d'Ariane, qui, pour rappel, se trouve en haut à gauche. Hein. On a parlé de différents surfeurs tout à l'heure. Donc voilà, donc en résumé, comprendre la demande avec un environnement qui soit exhaustif et cohérent, avec une expertise maîtrisée. Encore une fois, on ne parle pas d'être un spécialiste du sujet, mais en tout cas, essayer d'aller chercher un petit peu de connaissances. L'ensemble du contenu du site qui soit maillé avec les bonnes encres, c'est se positionner rapidement. Le but étant de donner du résultat avec des petites volumétries et de pouvoir montrer aussi aux clients qu'on arrive rapidement à se positionner. Limiter les taux de rebond. Forcément, si vous répondez à la question tout de suite, vous allez avoir un internaute qui va être intéressé et donc du coup qui peut convertir tout simplement et de préparer l'avenir. À partir du moment où vous allez créer de l'exhaustivité, vous allez aussi créer de la légitimité pour venir à vous positionner sur les mots-clés plus middle trend au départ et puis après plus génériques, forcément avec du linking ou pas, ça va dépendre aussi des sujets qui sont traités. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, j'en ai terminé.